Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire du cycle sur l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers qu'on organise depuis le début de l'année 2021. Je suis aujourd'hui avec Corinne Truffier. Bienvenue Corinne. Bonjour, merci. De faire ça avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Corinne est fondatrice des ateliers Vie ma vie de 10. Donc c'est un petit peu un aperçu qu'elle va nous donner aujourd'hui de ces ateliers qui sont habituellement un petit peu plus longs, mais qu'elle a ajusté pour ce format, donc merci beaucoup. Et puis qui fait plein d'autres choses, notamment elle intervient pour l'AEFE, donc les lycées français à l'étranger, pour les MLF, pareil, mission laïque française à l'étranger, pour l'IN SHEA, j'arrive jamais à le prononcer. C'est compliqué pour un truc accessible quand même. Oui. Faut demander à changer un petit peu l'acronyme. Donc voilà, plein de choses dont elle va nous parler un petit peu plus tard, mais en tout cas, voilà, spécialiste de l'accueil des élèves 10, en particulier, je pense qu'on peut le dire. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter des petites mises en situation pour comprendre ce que c'est qu'avoir des troubles 10, parce que ce sont des vrais handicaps. Donc voilà, l'idée, c'est de se mettre un petit peu en situation pour pouvoir apprivoiser aussi les choses un peu plus facilement et comprendre ces élèves-là. Donc vous êtes très nombreux aujourd'hui. On est très contents. Je vois que vous avez bien réussi à trouver le chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Comme on est beaucoup, on va centraliser les questions à la fin, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure pour que, voilà, moi je vais centraliser tout ça et puis je ferai un petit résumé à Corinne à la fin et puis n'hésitez pas à intervenir de toute façon tout au long du webinaire. Et maintenant, je laisse la parole à Corinne. Merci Faustine. Donc bonjour à tous. Alors merci de participer aussi nombreux à ce webinaire, donc les ateliers Vie ma vie de 10. Juste brièvement, donc les ateliers ont été créés en fait il y a plusieurs années alors que j'étais responsable de la commission EBEP, donc enfants à besoins éducatifs particuliers au lycée français de Zurich. Et ils ont été vraiment pensés, créés dans l'objectif de faire toucher du doigt, mais vraiment concrètement, les difficultés quotidiennes en fait des élèves 10. Donc grâce à des jeux de rôle, des mises en situation. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui de manière un petit peu réduite, parce que d'habitude ça dure 2 heures. Donc voilà, là on va essayer de tenir entre 30 et 45 minutes pour que vous ayez le temps de poser des questions et puis qu'on puisse échanger. Ces ateliers s'adressent aux enseignants, aux parents, mais également à tous les élèves, hein, donc parents et enseignants concernés ou pas, mais je pense qu'on est tous plus ou moins concernés quand on sait que 8% des élèves, 8% d'une tranche d'âge est concernée par ces troubles. Donc voilà. Donc cet après-midi, je vais vous donner donc un petit aperçu. Et puis, donc, comme Faustine vous l'a dit, vous n'hésitez pas à faire les mises en situation, à vraiment les vivre chez vous, à faire vos commentaires dans le chat. Faustine fera un petit retour de vos réactions. Et puis, pour les questions, ben, on prendra tout ça plutôt à la fin. Donc, voilà. Je t'arrête juste 2 petites secondes. On me demande tout de suite si vous pourrez avoir une attestation à la fin. Oui, vous pourrez avoir une attestation. J'ajoute que vous allez recevoir le replay de ce webinaire et on vous enverra aussi la présentation PowerPoint pour que vous puissiez adapter tout ça de votre côté. Voilà. Donc voilà, tout est dit, parfait, on est parti. Donc vraiment très rapidement, qu'est-ce que c'est que les troubles des apprentissages, hein? C'est ce qu'on appelle les troubles 10, qui sont aussi des troubles cognitifs qui n'ont aucun lien avec la déficience mentale, hein. On peut être 10 et être au potentiel. Donc c'est des enfants qui ont une efficience mentale tout à fait normale. Voire supérieure. Donc, les troubles des apprentissages, un trouble spécifique du langage, je vous rappelle ça très brièvement, dyslexie, hein, difficulté d'accès à la lecture et à la production d'écrit. La dysphasie, c'est tout le langage oral, ce que j'appelle réceptif expressif, c'est
quand on doit le recevoir, quand on reçoit le langage, mais aussi quand on doit s'exprimer. La dyscalculie, ben, c'est tout ce qui tourne autour des chiffres, des nombres, mais aussi des notions d'espace et de temps. Voilà, donc ça c'est dans ce qu'on appelle le langage. Les troubles d'acquisition de la coordination, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant de manière plus générale. Vous connaissez souvent sous le terme de dyspraxie, hein, difficulté d'automatisation des gestes, de la coordination, mais ça peut être aussi lié à des déficiences visuospatiales. Hein, c'est des enfants qui souvent voient en 2D plutôt qu'en 3D. Ça vous donne un petit peu une image de comment ils peuvent percevoir l'espace et des contraintes que ça implique pour eux. Et puis vous connaissez surtout au niveau de la dyspraxie, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs formes de dyspraxie, vous connaissez essentiellement la dysgraphie, hein, qui est la motricité fine, donc le geste graphique qui n'est pas automatisé. On parlera très très brièvement aussi des troubles des fonctions exécutives. On s'intéressera surtout au TDA, un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Je rappelle toujours qu'on peut être TDA en étant extrêmement calme. On n'a pas besoin d'être hyperactif. C'est important de le souligner. Et puis, quand on est dysexécutif, eh ben, en fait, on a des troubles beaucoup plus globaux. Hein, on a un trouble de l'attention, mais on a aussi un trouble de la planification, de l'inhibition, de la mémoire de travail, flexibilité mentale et très souvent associé à l'impulsivité. Quand on est dysexécutif, ça touche aussi tout ce qui est planification, flexibilité mentale sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan émotionnel. Donc, c'est vraiment un trouble très envahissant. Mais aujourd'hui, on s'attachera surtout à voir le trouble de l'attention. Alors, on va commencer tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va jouer tout de suite à être dyspraxique. Alors, c'est Faustine qui va me servir de cobaye, mais je vous engage à prendre un crayon et un papier et à faire l'exercice. Donc, Faustine est prête, c'est bon? Oui, je suis prête. Bon, alors j'espère que vous aussi, vous avez bien votre crayon, votre papier. Vous allez prendre votre crayon de votre main non directrice. Donc, ça veut dire que si vous êtes droitier, vous allez prendre avec votre main gauche. Et puis, si vous êtes gaucher, vous allez prendre votre crayon avec votre main droite. Et vous allez écrire toutes les lettres de votre prénom. Je dis bien toutes les lettres de votre prénom en lettres majuscules cursives. Oh là là. Alors, Faustine commence à être vraiment dysgraphique, hein, puisque c'est quoi les lettres majuscules cursives? Ben, c'est ça. Et en fait, Faustine, elle est déjà dysgraphique dans le sens où elle s'est déjà demandé comment est-ce que je dois dessiner ces lettres. Hein. C'était ça sa première question. C'était tout à fait ma première question. Donc voilà, donc je laisse 4 secondes à Faustine, hein, parce que moi, je vais écrire aussi mon prénom. Voilà, et moi j'ai fini. Donc où en est Faustine? Absolument pas gauchère, mais je suis vraiment une vraie droitière, donc c'est assez catastrophique ce que je suis en train de faire. Voilà, et moi j'ai déjà fini. Donc ça veut dire que Faustine est déjà très en retard dans son travail. Donc on va la laisser encore faire quelques... Oui, mais j'ai un long prénom. Hein. Ah oui, alors il y a ceux qui ont des longs prénoms, c'est vrai que si on s'appelle Léo, ça va plus vite. Mais donc Faustine, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Et vous derrière l'écran, loin de moi, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en fait? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je suis en train de réfléchir à comment on écrit en lettres cursives. Hein, ouais. J'ai inévitablement oublié, déjà je ne vois pas la différence entre un T et un I, c'est problématique. Voilà. Et accessoirement, j'ai pas du tout assez de place sur ma feuille. Alors, voilà, donc c'est très intéressant parce que je lis en même temps un petit peu ce que vous mettez dans le chat parce que du coup j'ai le temps là. Alors je vois la lenteur, besoin d'énergie et de concentration. Voilà, alors Faustine, elle m'a fait quelque chose d'énorme, lisible, mais bon, pas complètement. Moyen. Faustine a eu du mal à le faire parce qu'il a fallu qu'elle réfléchisse en fait à ce qu'elle était en train d'écrire. Alors que si je lui demande là comme ça d'épeler son prénom très rapidement, elle va savoir le faire.
sans aucun problème. Elle va être capable de me dire que c'est un F, un A, un U, enfin, j'en suis convaincue, comme vous. Et donc, ce qui se passe, c'est que les dysgraphiques ou dyspraxiques, en fait, doivent réfléchir à ce geste qui n'est pas automatique. Pour la plupart d'entre nous, le geste est devenu automatique à partir de on va dire un milieu de CP, hein, globalement. On a acquis ce geste, on le fait sans réfléchir, alors que le dyspraxique est obligé de réfléchir. Donc, il est lent, ça lui coûte énormément. J'ai vu là dans le chat quelqu'un qui disait ça me prend une énergie et une concentration phénoménale. Et vous voyez bien que c'est en fait ce qui se passe par rapport aux apprentissages, c'est que toute la concentration, toute l'énergie est portée sur l'écriture et non pas sur le sens. Ou en tout cas, quand on écrit un texte, bon là vous écrivez votre prénom, donc vous n'avez pas à réfléchir au sens, mais quand on écrit un texte, souvent on réfléchit ou à l'orthographe ou au sens de ce qu'on est en train d'écrire et non pas du tout à comment on forme nos lettres. Et voilà le problème d'un enfant dysgraphique, c'est que lui, il passe toute son énergie dans quelque chose qui n'est pas finalement fondamental à l'apprentissage. Une fois qu'on a acquis l'écriture, c'est le reste qui prend le pas, alors que là, lui, il en est toujours au stade d'un apprentissage primaire, on va dire, qui est comment je dessine mes lettres. Et vous voyez bien que sans rééducation, quand l'enfant va avoir 7, 8, 9, 10 ans, puis après au collège, on ne lui demande plus du tout de réfléchir à comment faire ses lettres, on lui demande d'être efficace avec son écriture et d'aller vite pour écrire rapidement les cours et pouvoir réfléchir en même temps. Donc, c'est deux choses qu'on ne peut pas faire. Puis, ce qui était intéressant avec Faustine, c'est que c'était très gros. Alors, même si c'est très beau, parce que parfois j'ai des magnifiques écritures, c'est très joli, c'est bien fait, mais c'est très gros. Et je pose toujours la question, combien il va vous falloir de cahiers pour écrire ne serait-ce que le premier chapitre d'histoire? Voilà, donc ça peut être très beau, mais c'est pas dans les lignes, c'est pas ce qu'on attend. Et donc en fait, ces enfants doivent donner une énergie et un apport cognitif extrêmement important pour finalement quelque chose qui devrait être automatique. Voilà, donc ça, vous le voyez à travers l'écriture. On pourrait le développer et si on avait le temps, je l'aurais fait volontiers. On peut le développer sur beaucoup d'autres manières. Imaginez par exemple un dyspraxique, il vit avec des moufles et des moon boots tout le temps. Donc, ça veut dire que son quotidien est très difficile, ne serait-ce que pour s'habiller le matin, prendre ses crayons, enfin voilà, toutes ces choses qui pour nous sont faciles à faire et qui pour un enfant dyspraxique sont très compliquées et surtout très coûteuses en énergie. Et puis, je n'ai pas eu le temps de voir si certains l'ont dit, mais il y a aussi souvent ce sentiment de je suis nulle en fait, j'y arrive pas quoi. Moi j'ai fait des efforts et puis ce que j'ai donné c'est pas bien quoi, c'est pas beau. Ça c'est aussi quelque chose que les enfants, les élèves 10 vivent au quotidien. Ils ont le sentiment d'avoir donné énormément et puis finalement le résultat, il n'est pas là. Parce que qu'est-ce qui se passe tant qu'on ne sait pas, qu'ils sont encore 10, autant les parents que les enseignants vont dire, écoute, c'est pas très beau, tu vas recommencer, tu vas réécrire, tu vas représenter. Et ben, lui, ça le fatigue, cet enfant, il ne comprend pas. Et là, on rentre dans la spirale, le début de je suis nul, c'est pas intéressant, je vais à l'école, je fais des efforts, ça sert à rien. Et vous voyez, on commence à rentrer dans un manque de confiance en soi, dans une mauvaise estime de soi, et puis c'est surtout une envie finalement de ne plus, enfin, on n'a plus envie en fait de venir à l'école. Donc, ça devient très compliqué, alors que c'est un enfant qui serait tout à fait capable, qui est tout à fait en capacité de suivre la scolarité si on lui enlève l'écrit. Donc, je t'arrête juste, il y a une remarque intéressante aussi, c'est quelqu'un qui s'est carrément trompé de consigne, du coup, en se concentrant sur l'écriture, elle a écrit les lettres, l'alphabet, au lieu d'écrire son prénom, et ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant, en effet, de voir qu'en fait,
on est absorbé par cette consigne, on est absorbé par ce qu'on doit faire, et puis on en oublie en fait l'essentiel de la consigne, qui était d'écrire son prénom. C'est très intéressant en effet de voir que on dépense de l'énergie en fait à la consigne qui n'est pas essentielle. Hein, voilà, donc ça, c'est des choses que les enfants vivent. Là, vous l'avez vécu sur 10 minutes. En fait, ces enfants-là, eux, vivent cette problématique et ce problème tout le long de la scolarité et surtout au départ tout le long de toute une journée complète. Donc, vous imaginez le soir quand ils rentrent à la maison et qu'en plus, il faut refaire des devoirs. Hein, donc, ça devient très compliqué. Et puis, ils se disent qu'ils sont partis comme ça pour des années et qu'ils ne vont pas tenir la route. Il y a aussi ce sentiment-là que l'école, c'est beaucoup trop long et que ce n'est pas fait pour eux, alors qu'en fait, avec des aménagements, ça peut tout à fait bien se passer. Donc, on arrive à la petite partie rapide où je parle d'aide et de compensation, hein, quand même, que vous ne soyez pas restés sur une idée que ça va être compliqué tout le temps. Non, ces enfants, on peut les aider de manière différente. Hein. Alors, on a des outils. Je vous en ai mis que quelques-uns, donc des paires de ciseaux adaptés. On peut mettre des ventouses sur les règles, sur les équerres, sur les compas, parce que du coup, la préhension est beaucoup plus facile et du coup, les traits se tirent de façon un petit peu plus facile pour les enfants. On a les embouts de préhension pour les doigts, hein, pour mettre sur les crayons. Les crayons triangulaires, je crois que vous connaissez tous maintenant tous ces crayons qui ont déjà des formes un petit peu particulières ou des stylos plumes qui sont triangulaires. Ça vient en fait des adaptations qu'on a développées pour les enfants dyspraxiques. Puis je vous mets le petit scratch, j'aime bien le mettre parce que en fait on n'y pense pas souvent, mais en classe notamment, si on met un scratch sous la trousse et un scratch sur le bureau, et ben, l'élève pose sa trousse sur son scratch de bureau et ça évite qu'elle tombe à chaque fois qu'il doit prendre un crayon, parce que vous imaginez avec ces petites moufles, et ben, quand il va devoir prendre son crayon dans sa trousse, il y a quand même de fortes chances que la trousse tombe et ça énerve tout le monde. Lui en premier, hein, pas que l'enseignant et les copains à côté, mais lui le premier. Donc j'aime bien le petit scratch. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi? Alors ça, c'est du matériel un peu plus spécifique. Ça, c'est un compas. Hein, ici, on met son doigt. Alors, en fait, il y a un petit trou. On peut aussi mettre une punaise. Ça bouge. Et ça crée la longueur du rayon. Et puis, on met son crayon et on fait tourner. Et là, c'est la même chose, mais un petit peu plus complexe, puisqu'il y a aussi un rapporteur, il y a une équerre. Enfin, ça, c'est un outil plus collège, et là, un petit peu plus plutôt pour le primaire. Donc, vous voyez, il existe tout un tas d'outils spécifiques qui vont aider ces élèves de manière très sobre, très simple, et qui ne coûtent pas cher. Hein, voilà. Et du coup, on me demande, je me permets de t'arrêter, vers quel âge ça devient intéressant de mettre en place ces outils? Dès qu'il y a un souci. En fait, ce petit matériel-là ne coûte rien, entre guillemets. C'est bien de l'essayer très vite. Et puis, on fait tester à l'enfant. Hein, si on revient sur les embouts, voilà, sur l'appréhension, par exemple, à tout ce qui est… vous voyez, il y en a de différentes sortes. C'est à l'enfant de tester là où il est le plus à l'aise, avec lequel il se sent le mieux pour écrire. Et ça, on peut tester très, très vite, dès qu'on s'aperçoit, en fait, que le graphisme est compliqué pour l'enfant. C'est moins, enfin, j'allais dire après, sur certaines adaptations beaucoup plus lourdes, il faudra attendre quand même un petit peu de voir s'il y a une amélioration ou pas. Et puis, il faut faire ça en général en relation avec l'ergothérapeute ou le psychomotricien qui suit l'enfant, s'il est déjà suivi. Hein. Mais en général, quand l'enfant est suivi, le psychomote ou l'ergo se manifeste à l'école pour expliquer les aménagements qui peuvent être faits. Vous pouvez aussi avoir donc des lignages un petit peu particuliers. Ça, c'est ce qu'on appelle le lignage Gurvan, hein, où il y a des couleurs qui permettent à l'enfant de se repérer dans cet espace feuille et puis sur ces petites lignes. Alors, vous connaissez tous aussi les lignes plus écartées, hein, beaucoup plus larges. Et puis, le repère de couleurs, ça, c'est intéressant aussi hein, pour les enfants qui ont un problème visuo-spatial, hein, de repère dans l'espace. On met alors sur la
feuille, hein, on met le vert, la barre verte, c'est là où on commence, la barre rouge, c'est là où on va s'arrêter, autant en lecture qu'en écriture. Vous savez que chez Sando, on met ce genre de cadre sur les feuilles, sur les pages des livres, hein, pour bien montrer où on commence la lecture et où on l'arrête. Et même chose, en bas, c'est la terre, c'est marron. En haut, c'est le ciel. Ça permet aux enfants de se restructurer, de se repérer dans l'espace. Vous pouvez aussi, ou en tant que parent, mais aussi en tant qu'enseignant, bon, plus au primaire qu'au secondaire. En général, au secondaire, c'est quand même déjà un petit peu plus... la rééducation a un petit peu fait son travail, mais vous pouvez tout à fait mettre des scotch de couleur sur le bureau. Hein, vous mettez le vert sur le côté, le rouge de l'autre côté, en haut le bleu. Ça permet à l'enfant de se structurer. Vous pouvez aussi le faire autour du tableau. Voilà, toutes ces petites choses sont intéressantes pour aider l'enfant au maximum à se repérer dans l'espace. Donc, en matériel, voilà, je vous ai présenté du matériel un peu spécifique, du matériel adapté. Dans les aides plus spécifiques, il va falloir investir tout ce qui est explication verbale. C'est souvent des enfants qui ont eux-mêmes investi le langage parce qu'ils ont des difficultés avec tout ce qui est praxis. Et en primaire et particulièrement en maternelle, on se rend compte que énormément de choses passent par le corps, par la praxis. Donc, c'est des enfants qui très souvent développent le langage très vite. Donc, on va faire beaucoup d'explications verbales, on va mettre des repères visuels, on va mettre des codes couleurs et on va surtout éviter tout ce qui est frise chronologique et des choses comme ça. On va leur permettre plutôt de le faire verbalement. Ensuite, quelqu'un a donc demandé quand est-ce qu'on peut mettre ces adaptations en place. Si vraiment on s'aperçoit, j'allais dire en CM1 en général, hein, on commence à s'inquiéter de voir une certaine lenteur ou un graphisme qui n'est pas acquis, ou une organisation spatiale de cahiers, de classeurs qui ne se fait pas. On peut tout à fait passer aux aides numériques, hein, ordinateur ou tablette. Bien sûr, il va falloir que cette prise en main soit complète. Hein, il faut que l'enfant puisse taper, frapper correctement. Il faut qu'il puisse classer ses dossiers. Donc souvent, l'ergothérapeute ou le psychomote peuvent aider à cette prise en charge, prise en main de l'ordinateur. On va pouvoir aussi s'aider de logiciels de dictée vocale, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire, on va dicter. Et puis les scanners OCR permettent de scanner n'importe quel document, de le transférer sur l'ordinateur et de pouvoir surtout travailler sur ce document. Donc ça, c'est très intéressant pour les enfants qui ne peuvent pas remplir la feuille d'exercice donnée par l'enseignant telle qu'elle. Donc voilà, ça c'est très rapide parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail, mais on pourra y revenir même un peu après. Et puis voilà, mais là il faut vraiment que j'avance, donc je suis désolée, mais on pourra en reparler. Donc là, on va jouer à être dyslexique. Donc Faustine va être mon élève de, je vais dire CM2. Hein. Là, on va monter un petit peu en grade. Elle va faire ce petit exercice, mais que vous pouvez faire aussi vous à la maison, hein, sans problème. Donc, c'est un exercice de mathématiques. C'était pour vous montrer que la dyslexie, ce n'est pas un problème uniquement en français. Ça a un impact aussi sur toutes les matières. Donc là, je vais demander à Faustine de lire, pas à voix haute, hein, vraiment dans sa tête, vous également de votre côté, et puis de répondre donc aux deux questions. Et comme c'est un exercice facile, parce qu'on a déjà beaucoup travaillé ces notions en classe, ça devrait poser aucun problème, Faustine. Ça devrait même aller très vite. Alors, Faustine, est-ce que vous arrivez à lire? Alors, j'arrive à déchiffrer tout doucement, tout doucement. Mais j'arrive à comprendre quand même. Hein, alors ça, c'est intéressant. Tu arrives à te représenter, tu arrives à te faire l'image mentale, à avoir les images mentales qui viennent en même temps que la lecture. En fait, je l'ai lu 2 fois du coup. D'accord. J'ai déchiffré la première fois et la deuxième fois, j'ai relu pour comprendre ce que je lisais. Donc, il a fallu 2 lectures quand même. Donc déjà, ça prend du temps. Voilà.
Et la dépense totale du voyage, je ne l'ai pas encore trouvée. Voilà. Alors, voilà, certains ont mis, c'est très compliqué. Je relis 5 ou 6 fois chaque bout. Voilà. Et en fait, c'est ça que je veux vous montrer, c'est qu'en principe, cet exercice-là, vous le lisez une fois, vous avez fait votre représentation mentale, vous avez déjà vous avez accédé au sens, hein, parce que pour se faire la représentation mentale, il faut avoir accédé au sens. Et puis, vous êtes déjà en train de réfléchir pendant que vous lisez. En fait, Faustine, comme une partie d'entre vous, vous avez été obligé de relire plusieurs fois. Donc déjà, vous avez perdu du temps par rapport à quelqu'un qui aurait une lecture totalement fluide. Et puis, bah, au bout du compte, vous n'avez quand même pas encore répondu aux 2 questions. Donc, si j'étais méchante, Faustine, tu aurais 0. Sauf que si je t'avais présenté le texte comme ça et que je te l'avais lu, tu n'aurais pas 0 en mathématiques. Mhm. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si je vous raconte toute l'histoire maintenant, en fait, moi, j'ai mis ça au tableau. J'ai mis ce texte-là au tableau, ce problème. Faustine l'a copié. Faustine, notre dyslexique, l'a copié. Donc, au début, ça s'est pas trop mal passé. Et puis, après, le coût cognitif était tellement important qu'elle s'est mise à le faire de manière phonétique. Donc, ça, c'est ce qu'elle avait dans son cahier d'exercice avant de rentrer à la maison. Donc, déjà, on voit qu'il y a un problème au niveau de la production d'écrit. Et puis quand elle est arrivée à la maison le soir et qu'il a fallu faire les devoirs, voilà ce qu'elle a lu. Et vous voyez bien que c'est ce qu'on appelle un peu l'effet domino des 10. En fait, c'est que ce n'est pas juste un trouble de la lecture, ça entraîne un trouble de la copie, en fait. Et puis, ça entraîne un trouble des mathématiques parce qu'en en fait, eh ben là, on n'est pas capable de faire l'exercice. Vous voyez ce que je veux dire dans l'enchaînement des compétences. Donc, on finit par avoir un seul... Enfin, au départ, on avait un petit problème qui était un problème de lecture. Et si on ne prend pas en charge, on a un problème massif des apprentissages. Parce qu'en fait, ce qu'on a cherché à évaluer, ce n'était pas la compétence en mathématiques de Faustine, on a évalué sa compétence en lecture. D'où l'intérêt, quand on est enseignant, mais aussi quand on est parent, de se poser la question, qu'est-ce que je cherche à évaluer? Là, ce que je voulais évaluer, c'était savoir si Faustine savait résoudre le problème, manipuler des kilomètres, des litres, des euros, toutes ces notions un petit peu complexes. Et en fait, je l'ai bloqué dans l'apprentissage dès le départ, dès la première tâche, en fait, dès la première compétence, qui était la lecture. Alors que si je lui avais lu le texte ou si elle avait pu l'écouter, elle n'aurait pas été bloquée dans ses apprentissages. Donc ça, c'est une question qu'il faut absolument se poser régulièrement, c'est qu'est-ce que j'ai cherché à évaluer et comment j'ai cherché à l'évaluer. Et c'est vraiment une notion que je discute beaucoup avec les enseignants, c'est trouver d'autres modalités d'entrée dans les apprentissages que juste par le mot. Il va falloir élargir la façon d'apprendre. Et c'est ce qu'implique prendre en charge les élèves 10, c'est pouvoir proposer plein de pistes d'apprentissage et ne pas se limiter uniquement à la lecture et à l'entrée par l'oral ou par l'écrit. Voilà, c'est vraiment repenser à ce que c'est qu'une tâche, ce que c'est qu'accomplir cette tâche, donc là, faire un calcul, faire un problème, et bien comprendre que ça peut bloquer à différents endroits, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut interdire l'enfant de faire tout le cheminement de l'apprentissage. Donc là, comment est-ce qu'on pourrait faire pour aider Faustine à ne pas être bloquée en mathématiques à cause de la lecture, parce qu'elle est tout à fait compétente pour résoudre ce problème? Eh bien, on va l'aider de différentes manières. On peut l'aider déjà à organiser son regard sur la page pour pouvoir lire. Donc ça, ce sont des règles de lecture que l'on met sur la page et puis qu'on peut descendre au fur et à mesure. Donc là, on a juste la ligne soulignée. On peut aussi avoir un cache complet qui ne montre que
la ligne à lire, ça aide l'enfant à structurer son regard dans la page, mais on peut tout à fait imaginer d'autres façons d'aider l'enfant. Alors là, j'ai repris sur Sando, hein, moi je suis abonnée, donc j'ai pris L'île au crâne. Voilà comment on le lit ici normalement, hein, comment c'est présenté en fait par l'éditeur. Voilà une première adaptation avec un écart un petit peu plus large entre les lettres, entre les mots, des interlignes un peu plus haut aussi, un peu plus grand. Et puis une police de caractère qui, moi, me convient. Voilà. On aurait pu mettre une autre police de caractère, hein. On sait que toutes les polices de caractère ne marchent pas pour tous les enfants. Là encore, il faut qu'ils essayent pour voir là où ils sont le plus à l'aise. Autre adaptation qu'on peut faire, eh ben, c'est de colorier ou de colorer les différents, non pas syllabes, mais lettres ou groupes de lettres qui doivent être lus ensemble. Hein. Et puis d'effacer, entre guillemets, tout ce qui ne doit pas être lu, qui reste muet. On peut également mettre une ligne sur deux de couleurs différentes. On sait aussi que pour les dyspraxiques, ce qui peut être très intéressant, c'est notamment le dyspraxique visuospatial, c'est d'avoir une ligne bleue, une ligne rouge, une ligne verte, et puis on recommence la séquence. Là, je ne vous ai pas mis toutes les adaptations qu'on peut trouver sur Sando, hein, mais on en trouve énormément. Mais vous voyez toutes ces adaptations. Oui. 2 petites secondes pour préciser ce qu'est Sando pour ceux qui ne sauraient pas, les personnes qui assistent au webinaire. Pour le coup, ce qu'on propose chez Mobidis, c'est une bibliothèque numérique pour les collèges qui regroupe les ressources étudiées au collège. Donc, on a les œuvres de littérature dans ce format que vous voyez ici et les manuels scolaires dans un format audio. Donc, justement, pour éviter ce qu'on a fait juste avant avec la difficulté le fait de pouvoir tout simplement accéder à l'exercice de maths plus facilement sans être bloqué par l'écrit. Donc, voilà, ça s'appelle Sondo. Je vous enverrai le lien et on a Sondido pour les écoles élémentaires. Et je ne t'embête plus. Parfait. Donc voilà des aménagements, hein, qui sont possibles pour les élèves dyslexiques. Je vous en ai mis d'autres, donc hein, adapter les documents. Vous savez qu'en neurosciences, les dernières recherches ont mis en évidence que plus de 7 informations sur un document, au-delà de cette information, l'élève n'est plus en capacité d'absorber les informations. Alors, c'est d'autant plus vrai pour les enfants dyslexiques ou dyspraxiques, où plus le document est chargé, plus c'est difficile pour eux d'appréhender l'entièreté de la feuille. Donc, il faut absolument alléger les documents. Vous pouvez évidemment enregistrer les cours, les poésies. C'est aussi une façon d'apprendre, hein. Ça marche aussi pour d'autres enfants. Quand on sait qu'il faut diversifier les manières de réviser pour fixer les notions en mémoire, eh ben, on peut tout à fait passer par l'audio, réécouter, tout ça, ça marche bien. Évidemment, vous avez vu que l'écrit, la production d'écrit, c'est compliqué aussi pour un dyslexique, hein. Donc, on peut passer par les cartes mentales, les schémas, évidemment interroger grâce au QCM et texte à trous. Hein, ça, c'est vous connaissez les dictées, mais on peut aussi imaginer que pour une leçon d'histoire ou une leçon de physique, eh bien, on passera plutôt pour un texte à trous où on aura quelques notions à marquer, mais pas toute la phrase. Ça, c'est important. Les livres audio, toute capacité à entendre est quand même mieux. Donc, ça peut être ce que fait Mobidis, donc avec les livres, le manuel scolaire sous version auditive, mais vous avez aussi tous les livres audio maintenant qu'on vend assez facilement pour tout le monde. Ça marche très très bien. Et puis moi, je mets tout ce qui est logiciel facilitateur de la lecture ou de l'écrit. C'est ce que je vous ai montré donc avant, mais aussi avec la synthèse vocale, la dictée vocale, tout ce qui est prédicteur de mots. Il existe de nombreux logiciels, hein, où on commence à écrire le mot et en fait le logiciel vous en propose plusieurs ou devine ce que vous êtes en train d'écrire. Si vous trompez, par exemple sur le « an » de éléphant, il va quand même le comprendre, ou sur le « f »
Hein, si vous écrivez un F au lieu d'écrire PH pour éléphant, le logiciel va le décoder et va le réécrire correctement. Et puis évidemment, vous avez tout ce qui est correcteur d'orthographe, donc tout ce qui est aide à la lecture et à la production d'écrits. Ça, c'est très important pour les élèves dyslexiques. Donc, je vais avancer parce que on n'a plus que 10 minutes. Donc, Faustine va être maintenant TDA, donc elle va avoir un trouble de l'attention. Elle n'est pas du tout hyperactive, mais ça n'a pas de conséquences puisqu'on peut être TDA en étant d'un calme olympien. C'est souvent l'élève rêveur au fond de la classe ou même voire au premier rang, mais qui décroche très très vite et qui ne fait plus attention. Donc, vous n'avez pas besoin de bouger dans tous les sens pour vous dire qu'un enfant a un trouble de l'attention. Alors, vous allez pouvoir vous aussi faire l'exercice. Il va falloir qu'on fasse la petite manipulation de son. Faustine. Je mets ça tout de suite. Alors, vous allez prendre votre crayon, votre papier et on va faire une dictée. Alors. Faustine, tu mets le son quand tu veux. Il faut le mettre assez fort. Il faut que ce soit assez envahissant. Quand j'étais noir, j'étais grand. Faustine, ça va? Tu as l'air de... J'essaie de me concentrer, mais je n'arrive pas à... Alors, est-ce que pour tout le monde, on peut arrêter le son, Faustine? Voilà. Est-ce que tout le monde avait réussi à mettre le son très très fort? Parce qu'en fait, le but de l'exercice, là, c'est d'avoir ce son extrêmement fort pour vous rendre compte qu'en fait, le problème de l'attention, c'est de savoir faire abstraction de certains stimuli pour se concentrer sur la tâche qui nous est demandée. Et là, Faustine, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle n'a pas pu faire abstraction des sons extérieurs et se concentrer sur ma voix, qui était quand même l'essentiel de la tâche. Hein. Il fallait faire la dictée. Et oui, c'est très épuisant, c'est très dérangeant, je vois vos... Eh bien, en fait, un enfant TDA, il vit avec tous ces stimuli tout le temps, et il n'arrive pas à faire abstraction comme un enfant qui n'aurait pas de trouble de l'attention et serait tout à fait capable de se dire, bon, ben là, j'écoute pas mon copain qui parle, ou, vous savez, je prends toujours mon crayon et puis... Vous savez, le clac, 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 comme ça, ou je rigole toujours, mais j'adore les jeunes filles avec les cheveux longs, mais vous savez, la jeune fille qui va passer son temps à faire ça dans la classe, et ben, l'élève TDA, ça va le gêner, parce que c'est pas seulement un trouble, enfin, c'est pas seulement les stimuli auditifs, mais ce sont aussi les stimuli visuels dont il faut faire abstraction pour réussir cette tâche. Et quand on a un trouble de l'attention, tous ces stimuli sont envahissants et c'est très compliqué de revenir dans la classe, j'allais dire, et écouter l'enseignant ou se remettre à son exercice. Ça demande un effort absolument surhumain parce que, comme pour les autres troubles, en fait, hein, on parle encore d'automatisation. C'est pas automatique, ça se fait pas tout seul, c'est pas intégré. Hein, donc, à peu près pour tous les 10, en fait, on peut parler d'automatisation qui ne s'est pas faite sur un point particulier, la lecture, l'écriture, l'attention, cette capacité à faire abstraction des stimuli. Vous voyez évidemment aussi que là, on demande à chaque fois aux enfants, autant sur la dictée que sur la lecture ou quand on est à l'écrit, ils sont en situation de double tâche. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire deux choses en même temps, dont les deux ne sont pas automatisées, ou dont l'une au moins n'est pas automatisée. C'est ça la double tâche. On est en double tâche quand en fait, on demande au cerveau de faire deux choses en même temps, non automatisées, et ça, on n'en est pas capable. Si vous voulez faire l'essai un petit peu plus tard chez vous, essayez d'écrire un paragraphe cohérent
à la main, hein. Donc, bon, quand je suis en classe, ou quand je suis en atelier, je demande à tout le monde d'écrire un paragraphe sur ses vacances, hein, de raconter ses vacances et de réciter en même temps, ou à voix haute ou dans sa tête, une fable de La Fontaine. Mais vous verrez que c'est impossible parce que les deux tâches ne sont pas, enfin, l'une des deux tâches au moins n'est pas automatisée. Et du coup, vous êtes en situation de ce qu'on appelle double tâche. Et là, vous ne pouvez pas réaliser ni l'une ni l'autre, ou vous en réalisez une et vous oubliez l'autre, ou vous faites les deux, mais c'est, comme on dit, ni fait ni à faire, hein, rien n'est correct. Et en fait, tous ces enfants 10 se retrouvent très très fréquemment en situation de double tâche, et c'est pour ça qu'ils sont très fatigués, très lents, et qu'ils n'arrivent pas à la fin des travaux demandés. Donc ça, c'est très très important de comprendre cette situation de double tâche qui amène de la fatigue, et c'est pire, j'allais dire, mais bon, c'est embêtant pour tout le monde, mais quand on a en plus un trouble de l'attention, c'est vraiment très très grave. Alors, je vous donne un petit conseil, ou pour les enseignants ou pour les parents, surtout quand les enfants travaillent, ne leur dites pas en même temps mais tu sais, rappelle-toi, c'était la leçon sur les accords ou mais si, tu sais, on l'a fait hein, l'autre jour, hein, tu le connais, hein, tu te souviens. Si vous faites des choses comme ça, l'enfant est totalement perdu. Et très souvent, les enfants 10, quand l'enseignant, vous savez, à la fin de la journée, disent mettez votre cahier bidule machin dans votre sac, et puis vous penserez aussi à dire à papa et maman que demain il faut donner, enfin pour demain il faudra donner 5 euros parce qu'on va à la sortie. Ces enfants-là, ils sont perdus. Il y a trop d'informations en même temps, hein. C'est aussi ça la double tâche, c'est trop d'informations en même temps. Donc, il faut absolument éviter toutes ces situations au maximum. Et qu'est-ce qu'on fait donc pour aider ces enfants? Parce que vous avez bien vu que c'est extrêmement fatigant, extrêmement pesant. Là encore, hein, encore la spirale du j'ai tout donné, puis ça sert à rien, donc j'ai pas envie de venir à l'école, ça m'embête, et donc là, on est dans une situation d'échec scolaire. Alors, on peut faire plusieurs choses. Déjà, quand on demande à un enfant de travailler, enfin, on veut absolument une évaluation ou que l'exercice soit réussi et qu'il soit bien concentré et qu'il n'a pas besoin d'écouter l'enseignant ou les parents au moment des devoirs, on peut mettre un casque anti-bruit. Si on veut que ce soit plus discret, on peut mettre des boules caisses. Ça marche aussi très bien. Pour l'abstraction visuelle, hein, pour essayer de faire abstraction des stimuli visuels, moi je vous recommande d'avoir le moins de choses possible sur la table, éventuellement au mur. Alors je sais qu'en classe c'est pas toujours facile, c'est pour ça que c'est bien d'avoir l'enfant au premier rang, hein, parce qu'il est au moins pas distrait par tous les élèves de la classe. Il existe des petites parois amovibles aussi qu'on peut mettre sur un bureau le temps d'une évaluation pour que l'enfant soit vraiment dans sa petite bulle. Quand on veut aussi aider un enfant avec un trouble de l'attention, il faut bien qu'il comprenne que la tâche va durer un certain temps. Il ne faut pas qu'il soit j'allais dire impressionné en se disant oh là là ça va durer une demi-heure, je vais jamais y arriver. Donc on a des petits time timers, hein, c'est ça. En fait là on a mis à 45 minutes, mais on peut tout à fait mettre à 10 minutes, et en fait le rouge là disparaît au fur et à mesure. Donc l'enfant visualise vraiment le temps qu'il lui reste pour faire la tâche. Vous pouvez aussi le faire avec des petits sabliers. Alors pour certains enfants, ça ne marche pas du tout, donc on essaye. Si ça ne marche pas, on ne fait plus. Voilà, on fait des essais surtout, ça c'est important. Mais segmenter cette tâche aussi dans le temps, mais aussi dans la façon de la présenter. Hein, un exercice, on peut tout à fait le découper en petites tâches, en sous-tâches, et ça permet à l'enfant d'arriver pas à pas et de se dire, bon, j'ai réussi la première, maintenant je prends la deuxième. Déjà, ça structure, mais aussi pour l'attention, ça aide énormément. Pour ceux qui sont hyperactifs et qui ont besoin de beaucoup bouger, je vous ai mis différentes façons de s'asseoir en classe. Là, c'est peut-être ça le plus facile, hein, c'est pour bouger ses pieds. Hein, on fait rouler et puis ça évite, moi c'est ce que j'appelle bouger sans se déplacer. Vous pouvez aussi mettre des balles de tennis sous les pieds de chaise, ça fait moins de bruit quand l'enfant bouge sa chaise, donc ça énerve moins.
Et puis, voilà, mais je vous ai mis d'autres petites choses, évidemment. Établir un code de conduite, c'est-à-dire c'est des enfants qui ont besoin d'avoir un cadre, d'avoir une routine. Ne faites pas des avertissements trop longs. C'est-à-dire qu'un enfant TDA, si on lui dit la troisième fois c'est la troisième fois que je te le dis, donc maintenant tu es puni. Non, c'est trop long 3 fois. En général, c'est un avertissement et il doit le savoir. Je t'avertis une fois, la deuxième fois, tu changes de place. Vous voyez, c'est vraiment des choses, il faut que ce soit court dans le temps, il faut que ce soit rapide, il faut qu'il puisse le maîtriser aussi, hein. Placer l'élève au premier rang. Alors, oui, pour enlever tout ce qui est stimuli visuel, mais aussi pour que vous, enseignants ou quand vous êtes parents, il faut avoir des regards, des contacts visuels fréquents pour ramener l'enfant dans la classe ou dans son travail. Parfois aussi juste se placer derrière lui, qui en dit sans cette présence de l'enseignant ou du parent, sans rien dire, ça suffit pour le reconcentrer, pour le remettre dans le travail. Et puis je vous ai dit, segmenter la tâche, segmenter les cours, permettre à l'enfant de souffler régulièrement et qu'il visualise bien le travail qu'il a à faire, ça va lui permettre de mieux se concentrer et d'être beaucoup plus attentif. Donc voilà, je crois qu'on est à peu près dans le timing, hein. Je ne me suis pas trop perdue. En petite conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont des troubles, mais que en fait, on a longtemps appelé ça un handicap. Moi, j'aime bien, enfin, bon, voilà, j'avais une préférence pour le mot handicap, mais c'est pas politiquement correct. Mais je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire. L'enfant va naître avec son handicap, il va vivre avec son handicap. On va faire des adaptations, il va vivre de mieux en mieux avec son handicap, mais il mourra toujours avec son handicap. Donc c'est quelque chose qu'on n'enlèvera pas. Ça ne va pas forcément disparaître. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, on n'enlèvera pas le handicap, ben, il faut apprendre à orienter les voiles, hein, il faut apprendre à compenser, il faut apprendre à contourner, mais ça n'empêchera pas d'atteindre la rive de l'autre côté, hein. Nous, on est très voileux dans la famille, donc voilà, vous pouvez partir des Sables d'Olonne, faire le tour du monde et revenir aux Sables d'Olonne et vous aurez réalisé votre rêve. Et ben, c'est exactement la même chose là, vous allez orienter les voiles, vous allez orienter les adaptations et l'enfant va être tout à fait capable de réussir sa scolarité, pas toujours en toute sérénité, mais le plus sereinement possible, on va dire, pour vous, parents, pour vous, enseignants, et pour les enfants. Et ben voilà, on arrive au bout. Merci beaucoup à tous. Et puis maintenant, je veux bien, voilà, on va prendre les différentes questions. Et puis, si je reste à votre disposition aussi longtemps que nécessaire. Voilà. Alors, dans les questions, il y a pas mal de choses qui reviennent sur le fait que comment on fait quand l'enfant refuse de sortir ses équipements particuliers en classe. Alors, ça, c'est une d'ailleurs, très bonne question. En fait, si l'enfant refuse de sortir ses équipements en classe, c'est soit parce que lui n'a pas accepté son handicap et à ce moment-là, ou son trouble, donc à ce moment-là, il va falloir travailler, mais aussi travailler sur l'acceptation par les autres. Alors moi, c'est quelque chose qui me touche énormément et pour laquelle je me mobilise énormément, c'est que je pense qu'il faut absolument expliquer aux enfants de la classe, à tous les enfants de la classe, que certains enfants, on n'est pas obligé de le pointer du doigt, vont avoir besoin d'aménagements particuliers et on peut tout à fait expliquer pourquoi. Ces ateliers-là, dont vous avez un petit aperçu, moi je les fais, je les présente et je les fais avec des élèves qui sont en général en 6e ou en 5e et on les fait pour les sensibiliser justement au fait que certains de leurs camarades vont avoir des outils un peu particuliers, vont avoir un ordinateur, vont avoir un tiers-temps, un temps supplémentaire, et tous ces aménagements-là, pour qu'ils soient compris des autres enfants, ben, il faut qu'ils soient expliqués.
Donc moi, je vous encourage, ou en tant que parent ou en tant qu'enseignant, à avoir cette discussion avec tous les élèves et en expliquant bien que c'est pas un problème d'efficience mentale, c'est pas un problème de capacité intellectuelle, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, je prends souvent l'exemple avec les enfants en leur disant, voilà, on est plusieurs à porter des lunettes dans la classe, ça vous viendrait pas à l'idée d'enlever la paire de lunettes de votre camarade en disant que c'est un avantage. Hein, il va mieux voir que vous, puisque Mm. vous n'avez pas de lunettes et lui, il en a, donc il va mieux voir. Non, eh ben, les adaptations qu'on met en place pour les enfants dans la classe, c'est comme les lunettes. Voilà. Mais ça n'est pas un avantage. Mais il faut absolument expliquer aux enfants. Et les enfants comprennent très bien dans la classe. Franchement, si on a bien expliqué, il n'y a aucun souci. Et justement, ça rebondit vraiment sur le webinaire qu'on a fait il y a 15 jours où on a eu 2 AESH d'un collège près de Lyon qui, elles, ont mis justement en place dans leur établissement tout un projet de sensibilisation au handicap. Donc au départ, c'était une petite demi-heure en début d'année, etc. Finalement, ça a pris de plus en plus de place dans l'établissement. Ça a été mis au projet inscrit au projet d'établissement. Donc elles ont pu vraiment développer les choses et maintenant, ça fait partie de la vie du collège, d'être sensibilisé au handicap. Et du coup, c'est vrai que les élèves sont beaucoup mieux intégrés, tout simplement, parce que il y a des sensibilisations. Certains vont tester justement les exercices que tu m'as fait faire aujourd'hui. Il y en a qui vont dire ah ben non, moi je veux changer de handicap. Bah non, en fait, on ne change pas de On ne handicap. change pas. Et c'est une question qui est vraiment intéressante et du coup, ces mises en situation, elles ont un côté un peu ludique parce que voilà, parce que c'est pas notre handicap, mais ça permet de se rendre compte que c'est compliqué et que oui, c'est vraiment lourd et non, ce n'est pas, il n'a pas un quart d'heure de plus parce qu'il est favorisé, mais au contraire pour essayer de rattraper un peu les choses. Exactement. Alors moi, Mm. je pratique beaucoup hein, dans les collèges. En fait, j'interviens dans beaucoup de collèges. Les ateliers, je les avais créés essentiellement pour les élèves de sixième à Zurich. On avait mis en place une journée de la différence. Et il y a certains établissements où j'interviens tous les ans et c'est ce qu'ils appellent la semaine citoyenne. Donc j'interviens avec d'autres, hein, mais ça fait pour eux, ça fait partie aussi de l'apprentissage de la citoyenneté que de connaître le handicap et les difficultés des autres. Moi, je vous encourage aussi à avertir les parents de la classe. Et de les sensibiliser, même s'ils ne sont pas concernés, parce que c'est important aussi que le discours à la maison reprenne le discours qui soit tenu en classe. C'est parfois très difficile hein, d'être voisin d'un élève TDA, par exemple. Donc c'est important aussi que les parents comprennent ce que c'est qu'un élève TDA et qu'il ne le fait pas exprès, et ça évite parfois des petites phrases assassines à la maison et que les enfants se font un malin plaisir de redire le lendemain en classe. Donc voilà, moi j'encourage vraiment à ce que la sensibilisation soit faite au niveau des élèves, mais aussi au niveau des parents. Et du coup, ça rebondit sur la sensibilisation des enseignants. Parce que là, il y a beaucoup de commentaires, dont une enseignante qui dit qu'elle est très en colère, en fait, parce qu'elle n'est pas formée du tout. Enfin, les enseignants, en général, ne sont pas formés. Et beaucoup de parents aussi, je pense, là, demandent comment informer et former les enseignants. Alors, comment informer, enfin, alors voilà, ça c'est une Vaste grande question. question. Euh, je vous avoue que, bon voilà, très très longtemps j'ai vécu à l'étranger, donc j'interviens moi beaucoup dans les lycées à l'étranger qui ont une certaine souplesse au niveau de la formation continue. Des enseignants qui peuvent créer leur propre programme de formation. Hein. Là, voilà, pendant le mois de mars, j'ai fait des formations avec le lycée français de Hong Kong parce qu'ils ont leur propre département de formation. Mm. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Moi, je vous encourage aussi à quand même de plus en plus, il y a une prise en charge hein, de l'éducation nationale ou une prise de conscience. Donc je pense qu'il faut, vous en tant qu'enseignant, faire remonter le problème. Mais j'avoue que là, j'ai pas de réponse réelle sur la formation. L'INSHEA fait de la formation continue.
Voilà, ça peut être aussi un moyen de se former, mais je suis bien d'accord, il faudrait absolument qu'il y ait une formation dans la formation de base des enseignants, Mm. puis après une formation continue. Mais là, malheureusement, j'ai pas de baguette magique. Moi, ça fait maintenant une dizaine d'années hein, que je me bats, mais j'ai pas de baguette magique pour tout transformer d'un seul coup. Mais voilà, on essaye déjà, j'essaye de moi, à mon petit niveau, de sensibiliser les parents et les enseignants comme je peux. Mais c'est vrai qu'il y aurait besoin d'une vraie formation, ça c'est certain. Après, bah, comme tu disais, c'est vrai qu'on a l'impression que ça commence à changer un petit peu, en tout cas qu'il y a que c'est censé devenir obligatoire d'accueillir et de développer l'inclusion dans les écoles, et heureusement. Après, il n'y a encore pas forcément les moyens nécessaires. Ceci Mm. dit, il y a pas mal d'appels à projets qui sont lancés, que ce soit par les collectivités, par les académies, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi profiter de ce type d'occasion pour remonter des besoins sur l'inclusion. Là, il se termine demain, aujourd'hui. Il y avait un appel à projet destiné aux écoles élémentaires et donc aux communes qui gèrent les écoles élémentaires sur tout ce qui était équipement numérique. Et un des volets de cet appel à projet, c'était l'inclusion. Du coup, si en tant que professeur, etc., il faut aussi remonter une demande, une nécessité d'outils, de ressources, quelles qu'elles soient, hein, sur ce type de problématique. Et nous, en tant que ressources, justement, on est en contact aussi avec des collectivités. Eux, ils essayent aussi de répondre à des remontées enfin, des besoins qui leur sont Ouais. présentés, qui remontent du terrain. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter aussi à faire remonter voilà, la demande parce que sinon, vous ne serez pas entendu, tout simplement. Et si je peux rajouter quelque chose, on a, je crois, beaucoup de chance en ce moment, c'est que les neurosciences et la pédagogie sont en train de faire entendre leur voix. Et en fait, on est en train aussi de faire comprendre que tout ce qui est mis en place pour des enfants à besoins éducatifs particuliers, en fait, fonctionne pour le reste de la classe. C'est-à-dire qu'il y a des adaptations, notamment sur la mémoire et sur l'attention. Tout le monde en a besoin. C'est pas spécifique à des enfants avec des troubles. Et de plus en plus, les enseignants et l'éducation nationale, donc dans la formation des enseignants, vont, je pense, prendre conscience de cette façon d'enseigner. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, avec le téléenseignement, avec l'enseignement à distance, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'outils à disposition et qui permettaient à tout le monde d'appréhender les apprentissages. Mais moi, j'ai entendu là, des présentations il n'y a pas longtemps de lycées à Jakarta ou au Maroc qui se sont aperçus que finalement, parfois, passer une vidéo, c'est vachement bien. Ben oui, mais ça, c'est très utile au 10, mais c'est utile pour tous les enfants. Donc, je pense aussi que cet enseignement à distance permet une réflexion, tant au niveau des parents qu'au niveau des enseignants, hein, parce qu'il y avait des parents qui étaient aussi un peu réticents. Et cette prise de conscience-là va sans doute faire évoluer les choses également. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais nous, c'est pareil. Là, pour le coup, je rebondis un peu sur son dos, mais nous, son dos, donc, on l'a toujours imaginé comme une bibliothèque inclusive, donc pour tous les élèves, mais qui inclut les élèves en difficulté. Au départ, dans la tête des établissements, c'est vrai que c'était très orienté handicap, 10, allophone ou autre. Pendant le confinement, le premier, qui était bien costaud, je ne sais pas ce qui nous attend bientôt, mais en tout cas, le premier était particulièrement costaud et donc les établissements étaient fermés. Ça a été fermé du jour au lendemain, les élèves n'avaient pas de livres. Du coup, ben, qu'est-ce qui a été utilisé? La bibliothèque Sondo, parce qu'il y avait les livres étudiés en classe, et ils se sont aperçus que, ben, en fait, c'était pas si mal pour tous les élèves, parce qu'il y a du vocabulaire qui est intégré, etc. Et que du coup, plus les élèves, enfin, si toute la classe l'utilise, ça va le faire utiliser encore plus par les élèves qui en ont particulièrement besoin. Vous en parliez tout à l'heure, on n'a pas envie d'utiliser un outil différent de ses camarades quand on a des troubles ou handicap ou autre, mais le fait que tout le monde ait la même chose, mais qu'on puisse justement, que c'est toute la force du numérique, hein, que ça puisse être adapté aux besoins de chacun, ça permet vraiment d'améliorer les usages et puis
de créer une dynamique de classe qui est plus saine, je pense. Exactement, ça s'appelle l'inclusion, tout Voilà, simplement, répondre aux besoins de chacun, mais avec une réponse pour tout le monde, en fait. C'est ça, C'est il y en a des exactement ça. outils aujourd'hui, et je ne parle pas que de son dos. Enfin voilà, il y a plein de choses très très bien qui existent et c'est dommage de les cantonner aux troubles voilà, 10 ou autres, alors que ça peut servir vraiment à tous les élèves. Oui, oui, tout à fait. Mais les crayons triangulaires sont un bon exemple, hein. C'était Mm. vraiment un outil de réadaptation et de rééducation. Et maintenant, beaucoup d'enfants qui ne sont pas dysgraphiques ont des crayons triangulaires. Donc voilà, et on ne se pose pas la question d'où ça vient. Ouais, oui. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas eu le temps de lire tous Alors, les. il y a quelques questions. Il y avait notamment sur est-ce qu'on peut être diagnostiqué TDA adulte Oui, bien sûr. ou est-ce que En ça peut fait, apparaître adulte? oui, oui, oui. Alors, particulièrement les TDA, c'est vrai que les dyslexiques ou dyspraxiques se font moins tester tardivement, mais les TDA, oui, il y a tout à fait des tests adaptés pour les adultes. Oui, oui. Parfois, c'est même bien d'ailleurs de faire la démarche parce que ça soulage énormément le quotidien que de savoir qu'on a un trouble et comment l'appréhender. C'est plutôt une bonne chose. Et petite question, enfin il y en a eu pas mal, je crois qu'il y a eu des réponses aussi, mais il y a eu beaucoup d'échanges sur l'anglais. Comment réussir à faciliter l'apprentissage de l'anglais quand on a des troubles? Alors, le problème de l'anglais, ça va être plus pour les dyslexiques hein, que pour d'autres troubles. C'est parce que c'est une langue qui est absolument pas transparente. Je crois que c'est une des langues les moins transparentes. Donc, il va falloir au départ favoriser l'oral. Ça, c'est sûr. Miser beaucoup sur l'oral, utiliser beaucoup de pictogrammes ou d'images, hein, associer beaucoup avec l'image, et puis introduire petit à petit l'écrit. C'est vrai que ça reste un problème, mais je connais certains dyslexiques qui sont devenus professeurs d'anglais, hein, donc c'est pas, tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai qu'au départ, il va falloir beaucoup miser sur l'oral plus que sur l'écrit et puis s'aider justement d'images, du son beaucoup. Mimer aussi, ça aide beaucoup à faire comprendre les notions. Là encore, il y a pas mal de logiciels de mémorisation ou d'apprentissage qui peuvent aider. Il faut surtout pas s'en priver. Vous savez aussi que quand on a une dyslexie très lourde, les aménagements aux examens permettent parfois d'être dispensés de l'écrit ou d'avoir un allègement assez conséquent de l'écrit. Donc, il ne faut pas non plus complètement paniquer sur l'anglais. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux, quand on est dyslexique, miser sur des langues qui sont beaucoup plus transparentes. Quand j'intervenais là à Hong Kong, ils me disaient qu'en fait, les enfants dyslexiques réussissaient très bien en mandarin. Voilà, alors ils sont en train de faire une étude, hein, on est en train de se mettre d'ailleurs, enfin je leur ai dit que j'étais très intéressée parce qu'on parle aussi beaucoup du bilinguisme évidemment quand on est à l'étranger et eux se sont aperçus que le mandarin en fait fonctionnait, enfin les enfants dyslexiques étaient particulièrement à l'aise en mandarin, donc c'est très intéressant, donc ils sont en train de faire leur petite étude et voilà, j'espère qu'on aura un retour rapidement, mais c'est vrai que l'anglais va rester quand même un problème difficile, hein, enfin un problème majeur pour les dyslexiques assez lourd. Ok, ben, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. Autant que possible, après, il y a des questions plus individuelles, mais notamment, je ne sais pas si tu y as répondu dans ta réponse juste avant, mais sur qui aller voir pour être diagnostiqué TDA? Alors, neuropsychologue Ouais. de préférence. Hein, c'est en général la personne qui est la plus apte ou neuropédiatre, hein, neuropédiatre, neuropsychiatre ou neuropsychologue.
Ce sont ceux qui vont faire passer les troubles de l'attention. Après, ça peut être, après ils peuvent envoyer chez d'autres spécialistes en fonction de ce qui est mis en évidence, mais voilà, globalement, c'est les trois grands spécialistes pour le dépistage du TDA. D'accord. Bon, et ben, c'était déjà pas mal tout ça à intégrer. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez recevoir le replay de ce webinaire. Je vais vous envoyer aussi la présentation. Beaucoup l'ont demandé. Et puis après, on est disponible si vous avez des questions aussi. Après, pour les questions individuelles, c'est aussi, il faut vous rapprocher d'orthophonistes, de neuropsychologues, etc. De toute façon, on ne va pas faire de diagnostic à distance, mais Non. on n'est pas médecin. Mais il y en a. On sait que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, etc. Mais voilà, après, pour les conseils d'adaptation, etc., ça, vous aurez quelques exemples du coup dans la présentation. Et puis ben, on reste disponible si vous avez d'autres questions. Merci infiniment, Corinne. Merci. Et puis, si vous souhaitez proposer des ateliers justement Vie ma vie de 10 dans vos établissements, n'hésitez pas à contacter Corinne. Et puis voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur son dos, sur son dido, c'est pareil, je peux vous envoyer les informations. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis on va continuer cette petite session de webinaire. Je n'ai pas encore les dates des prochains parce que là on va rentrer dans une phase de vacances. Mais a priori, on va avoir une bibliothérapeute qui va nous expliquer un petit peu comment réconcilier les enfants 10 avec la lecture par diverses activités. Et puis, on devrait avoir une petite session aussi sur, justement, on en a parlé déjà, mais sur comment utiliser le numérique et en particulier les tablettes pour pas résoudre, mais en tout cas faciliter les apprentissages quand on a des troubles 10. Voilà, je vous enverrai tout ça si ça vous intéresse. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.